bonjour, bienvenue dans ce nouveau débat. Débat Medfeld que nous avons voulu ouvrir cette année à la prune, un produit dont on ne parle pas souvent et pourtant qui pèse. Donc la thématique de la prune de table dans le pourtour méditerranéen. En Europe, la production de prunes destinée au marché du frais se concentre essentiellement en Espagne, en Italie et en France. Sur un marché international qui s'est centré sur les prunes américano-japonaises, l'Afrique du Sud fait figure de leader sur le marché européen sur lequel elle exporte près de 60% de sa production. Dans ce concert international, quelle est l'évolution du verger de prunes de table en Europe? Alors, pour débattre sur ce thème, nous avons invité Giampiero Regidori du CSO, de la coopérative Apo Conerpo, et M. Bernard Chauffaille, qui est vice-président ou président par intérim de la OPN prune de table. Voilà. Alors, Giampiero, quelle est la situation de la prune de table en Europe? Vous allez nous faire passer quelques slides et on va faire le point sur la prune en Europe. À vous, Giampiero. D'accord. Bonjour, merci. Voyons tout de suite la première diapo. Je viens d'une association de producteurs de fruits et légumes siégeant à Bologna qui s'appelle l'Association de producteurs fruits et légumes. Pour entrer un peu plus dans le détail des prunes de table, surtout pour ce qui me concerne en regardant la situation italienne, je considère assez important faire une panoramique de l'Europe, c'est-à-dire les 27 pays membres de l'Union européenne. Comme vous pouvez voir sur la diapo, nous voyons la production des prunes de 2004 jusqu'à 2013 et l'offre de prunes au sein des pays de l'Union européenne représente plus ou moins 1 500 000 tonnes. Là, nous voyons la position des différents pays producteurs de prunes à l'échelle européenne. Juste pour vous le rappeler, pour vous faire voir quelle est la position de l'Italie par la suite. En bleu, c'est le pays le plus important d'Europe, c'est-à-dire la Roumanie, qui, tout en présentant une offre avec des oscillations dans les années, c'est le premier pays en Europe avec une production de 600 000 tonnes, suivi par l'Italie, l'Espagne et la France avec une offre annuelle de presque 205 000 tonnes, et pour l'Italie presque 300 000 et 200 000 pour la France et l'Espagne. La production de la Pologne qui suit et qui est de 100 000 tonnes. Là, nous avons la tendance des exportations des différents pays parce que dans le contexte que nous avons examiné, il y a des pays qui ont une capacité de production très élevée et donc ils peuvent acheminer la production au sein de leur pays, mais ils peuvent aussi bien exporter. L'Espagne a développé une exportation, d'après les données moyennes des dernières années, de 117 000 tonnes pour l'année 2014. L'Italie, c'est le deuxième pays pour ce qui est l'exportation, bien que bien éloigné, avec des volumes plus réduits, 60 000 tonnes. Mais en même temps, nous voyons des pays tels que les Pays-Bas, avec 30 000 tonnes, qui sont des produits qui sont achetés par d'autres pays et par la suite revendus, et la France, 18 000 tonnes, l'Hongrie, la Pologne, avec des productions plus réduites. Situation de l'Italie, la voilà. Nous avons cette diapositive qui nous le montre. Elle se concentre sur quelques régions. L'Émilie-Romagne ont produit 40% des prunes italiennes, comme vous voyez en bleu, tandis que bien derrière, avec 20% de la production totale, nous avons la Campagne et la région de Rome, le Latium, avec 10%. Si nous regardons
l'évolution des achats, c'est-à-dire des consommations au détail en Italie. Ça, c'est un échantillon qui enregistre les consommations des familles italiennes en mettant en relation les achats des familles dans les supermarchés ou sur les points de vente. Elle ne tient pas compte des consommations des restaurants ou dans les réfectoires, mais met en exergue l'évolution des consommations de nos familles italiennes. Et lorsque nous parlons de tonnes, nous en avons presque 60 000 par an pour ce qui est de la consommation italienne. Eh bien, auparavant, je vous ai dit que la production italienne est de l'ordre de 250 000 tonnes. Donc, nous pouvons bien comprendre qu'il y a une grande différence entre production et consommation, et donc l'Italie est obligée à exporter. Voyons maintenant la distribution des achats de prunes en Italie pendant les mois d'été. Lorsque nous parlons de prunes, de même que des pêches ou des abricots ou des cerises, on fait l'association de ces fruits avec la dénomination de fruits de saison, saisonnière. Ce sont des fruits que l'on consomme dans une période bien délimitée et surtout en été. On peut voir un phénomène assez particulier, c'est-à-dire la consommation des usines en Italie se développe surtout en septembre et en bonne partie d'août et en octobre, mais encore moins en juillet, qui en général devrait être le mois assez chaud. Raison de cette situation, eh bien, ce sont les tendances italiennes pour ce qui est des variétés cultivées. La tendance la plus importante, en parlant surtout des variétés des usines chino-japonaises, tend à voir l'Italie en produisant des variétés avec une maturation vers août-septembre, tandis que seulement quelques variétés qui ont la maturation en juin-juillet. Dans ces périodes, il y a un peu de problèmes ou de télescopage de la consommation d'autres fruits. Nous voyons là donc la redistribution dans cette diapo de la consommation. Vous voyez qu'en bleu, qui représente 35-40% de la cultivation italienne, et sur la culture Celeno. Il y a même d'autres nouveautés et en particulier toutes les autres variétés, la Tichisana qui ne dépasse jamais 5-6% du total des vergers italiens. Mais si nous regardons l'Émilie-Romagne seulement, la production des associés du CSO qui représente 70% de la production de cette région, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a un déplacement sur les variétés tardives qui sont moins cultivées, les variétés précoces ou moyennes. Là, nous voyons la production des variétés sino-japonaises. La raison la plus importante, c'est que nous sommes toujours à la recherche de qualités de bon calibre, ayant une couleur qui varie du rouge au noir avec une pulpe bien rouge. Et donc, nous voyons que 63-64% des variétés ont la peau noire et la pulpe et la chair rouge. Pouvez-vous nous faire un point un peu plus précis sur la gamme variétale prune européenne, prune américano-japonaise, nous faire un petit point là-dessus rapidement, s'il vous plaît. Et est-ce que vous avez des démarches également de valorisation, de commercialisation sur les types américano-japonaises? Pour répondre, en Italie, pendant plusieurs années, jusqu'à la fin du dernier siècle,
plus ou moins. Du nord au sud, on avait une tendance, culture des variétés les plus connues, et ceci c'était dans l'histoire de la prune même, sans aller chercher une grande innovation. Et c'est pour cela que parmi toutes les variétés disponibles qui étaient cultivées en Italie, il y avait aussi une grande présence de la Stalley, cette variété qui était destinée 60% au marché du frais et le reste c'était pour l'industrie. Mais à partir du nouveau siècle, on a choisi de nouvelles variétés en réalité, mais pas des nouvelles variétés par hasard. Sinon, comme je disais auparavant, on a choisi les variétés parce que l'on allait chercher une qualité en particulier. Donc, plus de douceur, plus de sucre, plus de goût, plus de calibre aussi. Et nous voulions une couleur bien obscure pour la peau. Et donc les variétés européennes ont perdu un peu d'aplomb, dit-il même en français. Et donc on ne les demandait plus tellement. Et donc à la fin, on a choisi 70% variétés chinoises, japonaises et 30% de variétés qui sont européennes encore. Quels sont nos projets? En termes techniques, on appelle cela l'innovation variétale ou l'amélioration génétique. Ce que l'on voit, c'est que nos bureaux commerciaux nous demandent surtout d'ouvrir cette voie et ils ne nous demandent pas tellement la chair jaune ou les calibres petits parce que le consommateur est en train de répondre positivement à ces nouvelles variétés et parce que si il y a des variétés qui améliorent la production, non pas simplement la qualité. Donc nos études vont dans ce sens, c'est-à-dire on va chercher ces variétés et non pas les anciennes variétés, enfin. Merci. Bon, nous n'avons pas de représentant espagnol et c'est bien dommage, mais je me tourne vers Bernard Chauffaille qui va nous parler du verger français qui est en pleine évolution ces dernières années. Et vers quoi va-t-il? Oui, bonjour à tous. Effectivement, le verger de prune évolue assez rapidement. Au global, il y a à peu près 4000 hectares de verger pour la table. Je ne parle pas de tout ce qui est prune pour le pruneau, parce qu'au global, ça ferait beaucoup plus. La production française fait 70 000 tonnes, donc je dis pour les prunes de table. Et si on y rajoutait le pruneau, ça ferait effectivement 200 000 tonnes. Oui, mais on va se concentrer sur la... Que sur la prune de table, on est d'accord. La répartition du verger actuel, c'est en gros 50% sur les prunes domestiques, prunes européennes, et 50% sur les prunes américano-japonaises, avec une tendance d'augmentation pour les prunes américano-japonaises et une diminution sur les prunes domestiques. Voilà. On recherche dans les variétés américano-japonaises, on recherche surtout les variétés gustatives, agro-fruits, qui peuvent présenter aussi une aptitude à la conservation bonne pour pouvoir éventuellement atteindre des marchés plus lointains avec les marchés par voie maritime, la grande export. Notre recherche aussi variétale, on la dirige vers des variétés pour 4 couleurs, les jaunes, les noirs, les rouges et donc et une segmentation par couleur. Et ce qu'on cherche, c'est une variété, on cherche une variété qui soit bonne dans chaque couleur toutes les 3 semaines pour qu'on puisse offrir une gamme à la clientèle constante sur chaque couleur toutes les 3 semaines. On n'a pas une variété qui peut faire toute la saison. Donc toutes les 3 semaines, on essaye de trouver une variété qui soit bonne et qui puisse continuer sur toute la campagne de prune, c'est-à-dire 4 mois. Donc on cherche sur 4 couleurs à peu près 4 variétés, donc une vingtaine de variétés, pas plus. Voilà ce qu'on cherche. Vous les avez actuellement, les variétés? Non, on en a quelques-unes. Il y a des trous dans les couleurs, mais on les a pas toutes, non. C'est la recherche évolue vers ça. Voilà.
Donc on cherche une gamme lisible pour la clientèle, enfin pour le consommateur, et bon à manger. Voilà. Donc le verger évolue, enfin la recherche et le verger évoluent vers ça. Au niveau commercialisation, donc on essaye effectivement de créer l'événement par le jeu de couleurs et la segmentation par le jeu de couleurs. Et après on essaye de fidéliser les clients par la qualité gustative. Parce que si la prune est mauvaise, il n'y reviendra pas. Donc voilà. La gamme commence à quelle époque en prune? La gamme, elle commence début juillet chez nous. Voilà. Moins tôt que l'Espagne, bien sûr, mais nous, c'est début juillet. C'est une question que je vais poser à tous les deux. À cette époque de l'année, il y a encore de l'abricot. Ah oui. Il y a de la pêche. Mais on est concurrent des autres produits, ça c'est clair. Est-ce que vous pensez que la prune peut faire creuser son sillon dans cette masse de produits au sein des fruits d'été, quoi? Pourquoi pas, oui. Moi, si on a un produit bon gustativement, il n'y a pas de souci, ça peut le faire, oui. Gianpiero, quel est votre avis là-dessus? Guarda, mi dai l'occasione di fare. J'aime bien parce que j'ai l'occasion de faire une réflexion dans ce sens. Parce que si nous nous basons simplement quelle est la consommation sur le marché et on regarde les chiffres, on peut trouver dans une année chaude une grande consommation en été de pêche et de nectarines et avant d'abricots. Mais après, qu'est-ce qu'il arrive? S'il fait très chaud, le consommateur continue de consommer les abricots, les pêches et les nectarines. Et peut-être il arrive trop tard à consommer les prunes. Mais si la saison est plus tempérée, l'an dernier en Italie, il y a eu beaucoup de froid et il a plu aussi même en été. Donc la consommation des pêches et des nectarines a enregistré une évolution bien plus basse comparée avec les années précédentes. Et dans certaines situations, le consommateur a commencé à demander des prunes avant la période qui est plus classique. Et chez nous en Italie, c'est juillet, août et puis septembre et octobre. Si on regarde cette évolution, toutes les années, en Italie, on est en difficulté, en fin de compte. Mais si nous ajoutons qu'en plus, pendant des années de crise de la pêche, et nos producteurs en Émilie-Romagne ont déraciné les vergers et veulent continuer à faire de la culture de fruits. Et ils se sont alors consacrés aux abricots, mais aux pruniers, justement. Et voilà, ils ont choisi des variétés tardives à ce moment-là. Donc, si nous raisonnons en fonction de la saisonnalité, en temps bref, effectivement, nous, en Italie, on est en difficulté pour comprendre comment placer la prune et comment placer les pêches et les nectarines. Donc, ça fait quelques années, surtout dans le nord de l'Italie, que nous avons commencé à raisonner en fonction d'une programmation, aussi bien quelle était la voie à suivre pour les nouvelles variétés, pour pouvoir choisir des variétés à placer dans certains moments, à une époque où la valeur de la variété est reconnue par le consommateur, mais indépendamment du climat, parce que sinon, étant donné qu'on est une organisation de producteurs, on serait en grande difficulté de conseiller aux agriculteurs si faire de la prune ou alors de l'abricot ou de la pêche. Alors on a commencé à ouvrir la voie de la consommation et donner une image de la prune et de cette culture. Et donc on a collaboré avec la distribution. On consacre un événement, on fait la semaine de la prune, la semaine aussi de la variété Angeleno. Justement, pendant ces semaines, on fait un battage publicitaire. On souligne la qualité de la prune pour stimuler la consommation. Voilà, l'Angeleno plus qu'une autre, parce que sinon, qui produit ne sait pas à la fin comment sera le marché et s'il va pouvoir vendre cette variété. Angeleno, cette variété, le fer de lance d'Apoconerpo, est-ce que vous comptez pas développer... Angeleno, devo dirti la verità. Pour répondre, pour l'Angeleno, vous savez que dans le domaine de l'OCM, oui, les financements européens, l'Organisation mondiale
les producteurs choisissent les variétés qui ensuite, c'est les agriculteurs qui vont planter parce qu'ils vont obtenir un financement européen qui réduit le coût des plantations de 40-50%. Mais les variétés doivent figurer sur une liste des OP et sur une liste de la région qui ensuite accorde les financements communautaires. Nous avons eu une évolution jusqu'à il y a quelques dernières années de surface cultivée à l'Angeleno parce que c'est une variété qui a du goût, qui est présentable et qui donne de bons taux de production. Alors, il est arrivé un moment où on a dit c'est fini, on ne va plus financer la culture de l'Angeleno parce qu'on a besoin de continuer et produire d'autres variétés qui ne soient pas vraiment alternatives par rapport à la qualité, mais qui soient positionnées dans des périodes différentes, ayant des caractéristiques différentes. Et justement, on est en train de travailler depuis quelques années aussi pour la prune et le prunier. On va vérifier s'il y a de nouvelles variétés variables pour les introduire dans la liste et pour pouvoir les gérer. Vous ne travaillez donc pas sur la segmentation par la couleur? Si. Oui, on travaille aussi là-dessus en fait, mais on a choisi. Alors qu'avant, vous avez parlé de 50% de jaune et de rouge. Cette réflexion, nous, on choisit plutôt le rouge ou le noir pour la pulpe, pour la peau et la pulpe. Donc 70% rouge et noir pour la peau et le reste, on fait des études sur la variété jaune. Mais disons, on accorde plus d'importance au premier groupe rouge-noir, mais on aimerait trouver, peut-être qu'on va trouver avec les études d'amélioration génétique, une nouvelle variété qui sera jaune et qui pourrait remplacer les autres du patrimoine végétal. Monsieur Chauffail, la segmentation par la couleur, la diversification variétale, vous allez les chercher où, vos variétés, les nouvelles variétés? On va les chercher où on essaie de les trouver. Ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être en Israël, ça peut être aux États-Unis. Malheureusement, il n'y a plus de recherche, presque plus de recherche en France, donc on est obligé de les chercher à l'étranger. Surtout Afrique du Sud. Voilà. Est-ce que globalement, ces variétés sont-elles adaptées? Bon, il y a la problématique Charca qui sévit dans le sud-ouest. Mais je crois que vous avez ces problèmes-là aussi à Haute-Adige. On en est où par rapport à ça? Pour la Charca, il y a effectivement un début de problème, mais on est en train de prendre les moyens pour lutter contre et éradiquer le problème. Il y a des mesures, des moyens mis en place de surveillance, d'observation, d'arrachage, d'indemnité d'arrachage en cas de Charca. Donc il y a des gros moyens qui sont mis pour éradiquer ce problème. Oui. Après, les variétés africaines ne sont pas forcément toutes adaptées à notre climat, mais on essaye de trouver ce qui peut correspondre à notre climat, oui. Mais on en a déjà trouvé, oui. Là, aujourd'hui, vous avez quoi? Une jaune, une rouge? Il y a déjà une jaune, une rouge, une noire. Bon, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la gamme sur toute la saison. Voilà, c'est ce qui est le gros souci. On a quelques variétés bonnes par couleur, mais on ne les a pas sur toute la saison. Et la saison, pour répondre à votre question de départ, effectivement, juillet n'est pas un gros mois de consommation de prunes. Plus on s'avance de la saison vers le 10-15 août, plus on sent les volumes augmenter, parce que l'abricot et la pêche commencent à baisser aussi de niveau de consommation, et donc la prune en profite, et on va jusqu'à fin octobre avec de la prune. Voilà. Donc vous allez chercher à se diriger des variétés tardives, voilà, plutôt septembre-octobre, voilà, que juin-juillet. Voilà. Est-ce que c'est le cas chez vous, Pierrot? Oui, nous aussi. Et par rapport à la conservation, qui ne doit pas être brève, parce que sinon ça va être un problème. Variété Angeleno, ça a été une variété qui a eu beaucoup de succès parce qu'il peut se conserver pendant longtemps. On ne peut pas avoir des conservations trop longues non plus, parce que trop de conservation, pour les fruits d'été, la qualité est endommagée. Donc, on a la possibilité de le conserver un peu.
Par rapport au charca, je vais vous dire ce que je pense. Nous, avec notre climat en Italie, si nous voulons avoir plus de chance, je dirais parce que le charca sur le prunier, c'est 10% de la totalité, alors que le problème le plus gros, nous l'avons sur le pêcher. Par rapport au prunier, pendant ces dernières années, on a eu beaucoup de pluie en Italie pendant toute l'année. Les gros problèmes ont découlé des phytoplasmes. Et parfois, ce sont des problèmes aussi qui découlent d'une mauvaise gestion des plantes à l'intérieur du potager, du verger. On s'est mis d'accord avec les pépiniéristes italiens et donc au-delà des normatives qui réglementent la qualité des matériaux des pépinières, on a établi un protocole privé et nous augmentons la garantie et les contrôles. Exactement comme nous qui appartenons au monde de la production organisée, on travaille avec les pépinières pour avoir une qualité de matériel et de phytoplasme. Au moins depuis qu'ils sortent des pépinières et sont implantés dans les campagnes, dans les champs, parce que nous avions beaucoup de problèmes. Et plus que le charca, nous avions un problème des phytoplasmes dû aux pluies. Pierrot, vous avez parlé de consommation tout à l'heure. Est-ce que l'arrivée, selon vous, des américano-japonaises a boosté, a augmenté la consommation? Est-ce que c'est une consommation qui s'est installée en lieu et place des variétés européennes, ou est-ce que la consommation des européennes est restée en l'état et c'est les américaines japonaises qui ont fait augmenter ce chiffre de consommation? Guarda, si nous regardons le marché italien de la consommation, l'Italie est très longue et, au niveau géographique. Et comme pour le pêcher, dans le sud, nous avons 80% des pêches qui sont consommées et 20% de nectarines. Et au nord, c'est tout le contraire. C'est l'opposé. Même avec les prunes, nous avons le même phénomène. Donc le sud est plus traditionnel. Et encore, il consomme surtout les variétés européennes. Le Nord, en revanche, on l'appelle un peu plus commercial. Il suit un peu les évolutions. Et donc, il y a un déplacement. Le Nord se déplace vers les variétés chinoises, japonaises ou d'origine étrangère. Mais le consommateur ne sait pas l'origine de la variété, en fait. Mais il voit qu'il y a de la publicité sur le marché. Alors, il tend à consommer plus chinois et japonais que les variétés jaunes. Dans nos programmes italiens d'innovation, nous avons une seule voie qui est choisie. La première voie, c'est de travailler avec les institutions publiques italiennes. Il y a 2 ou 3 universités, 2 au nord et 1 au sud, qui travaillent les universités pour la rénovation variétale de la prune. Mais nous, en même temps, nous devons aller chercher au niveau mondial. On a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande. Là, il y a de gros centres privés qui font du breeder et nous, nous interceptons, nous allons comprendre qu'est-ce qu'ils font, mais en France aussi. Et nous allons vérifier s'il y a des possibilités de nouvelles variétés qui peuvent améliorer les anciennes variétés. Vous allez tous chercher les variétés au même endroit, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a des relations entre vous? Le cerchiamo nel mondo, On va les chercher dans le monde, en fait, dans le monde. Pour répondre à votre question sur la consommation, je pense qu'effectivement, l'arrivée des américano-japonaises a permis une augmentation de la consommation des prunes. C'est ce que dit l'étude prune de table qui a été réalisée récemment par le CTIFL, je crois. Ça attire le client un peu plus jeune qui cherche des gros fruits et je pense que ça a permis une augmentation du potentiel prune chez les consommateurs. Oui. Vous ne nous avez pas parlé de la concentration de la prune essentiellement dans le sud-ouest de la France, parce qu'on ne va pas parler de la Mirabelle qui reste encore une production, je ne dis pas marginale, mais très, très localisée dans l'est de la France. Qui a quand même la côte, la Mirabelle. Et qui est une belle, un bon produit très apprécié. Avec la Reine Claude, c'est les 2 seuls qui ont le label, la label qualité. Vous êtes également vous êtes directeur ou président de Sofruitex. Oui. Vous vendez donc de la prune, vous aussi. Oui.
Donc vous allez nous donner un peu votre avis sur la partie commercialisation. Quel marché vous servez aujourd'hui avec ces nouvelles prunes? Sur les américano-japonaises, Les américano-japonaises, ouais. On sert effectivement quand même beaucoup le marché français, mais c'est les seules prunes pratiquement qu'on exporte, soit sur la Hollande, soit des fois à part l'embargo russe, mais avant l'embargo russe, on faisait beaucoup de prunes sur la Russie. Des américano-japonaises aussi? Des américano-japonaises, oui. Des gros calibres, oui. Ils sont assez friands de ça, oui. Et l'embargo russe, justement, vous les envoyez où aujourd'hui? L'année dernière, on les a envoyés en France avec des prix très bas. Voilà. D'accord. J'espère que l'année prochaine, ce sera différent, et pour les pommes et pour les prunes. Vous faites pareil en Italie? Comme nous avons dit auparavant, notre production en Italie est élevée par rapport à la consommation locale et, comme pour les pêches et les nectarines, on est obligé d'exporter. Il y a une tendance sur notre marché, de la part donc de la prune, de suivre les marchés des pêches et des nectarines, et aussi par rapport aux clients, avec les rapports et la grande distribution. Et je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre et aussi aux pays du nord de l'Europe. Avant, il y avait, et encore, il y a actuellement une ouverture vers l'Est, parce que les pays de l'Est aiment bien les prunes. Mais malheureusement, nous avons maintenant le problème. Mais bon, parlons de la variété Angeleno, qui pour nous représentait et représente un grand volume. Les autres variétés sont distribuées dans toute l'Europe. Mais pour nous, il est fondamental, là où on ouvre un marché pour les pêches et les nectarines, qu'ensuite, les autres variétés de prunes suivent cette position. Bernard Chauffaille, vous nous avez parlé tout à l'heure de marché lointain. Qu'est-ce que vous entendez par marché lointain? Avec de la prune, ça s'est jamais fait, ça. Ah si, ça se fait beaucoup déjà en Espagne. Oui, mais en France. En France, non peu. Mais donc on cherche aussi à développer ces destinations-là, parce que il y a du potentiel. L'argent, il n'est pas forcément qu'en Europe maintenant, il est dans le monde, dans le Moyen-Orient, dans l'Amérique du Sud. Et on peut exporter ces produits-là, si la tenue du fruit le permet, on peut exporter des prunes vers ces destinations par conteneur, comme on le fait pour des pommes. Nos voisins espagnols d'Extremadura envoient de la prune au Brésil. On en voit beaucoup. Ils en envoient beaucoup. Beaucoup. Vous allez aller au Brésil, vous aussi? On va y aller, oui. Vous aussi? Là, la concurrente va être rude. Oui, oui, on y va. Il y a des produits qui sont envoyés déjà à outre-mer. Il y a des produits qui aujourd'hui, grâce à la technique de conservation, en contrôlant de très près avec des frigidaires très modernes, en faisant les voyages en bateau, avec un bon refroidissement. Bon, on y arrive, les quantités, les volumes sont limités, mais c'est un marché qui est assez ouvert, tel que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, où on peut même arriver jusqu'à Singapour et à Hong Kong, pourquoi pas. Mais nous devons voyager avec des variétés, comme on l'a dit auparavant, qui peuvent se conserver, tandis que d'autres variétés qui sont plus délicates sont destinées au marché européen pour le délai de temps qui est plus restreint. Il y a un produit qui le permet aussi, c'est le fameux produit Smart Fresh. Ah oui, Smart Fresh, ça fait polémique à ce moment. Qui permet une conservation plus longue, donc ça peut aider pour exporter aussi vers ces pays-là. Voilà. Vous avez parlé, Giampiero, des pays arabes. Quelles sont les destinations et quel type de variétés partent sur ces pays-là? Je parle des variétés qui se conservent facilement, donc l'Angeleno. Et ensuite, il y a d'autres variétés. Je ne voudrais pas faire de pub, mais il y a le groupe des Black, des Noirs, mais qui sont donc américaines. Il y a d'autres variétés nouvelles qui ont une plus longue conservation, plus longue que celle que nous connaissions. Variété Angeleno. On arrive tranquillement en Amérique du Sud et aussi dans les pays arabes, Arabie Saoudite, Dubaï
pour les nouvelles variétés aussi. Mais étant donné qu'on est dans une phase d'ouverture, je crois qu'il faudra encore encourager la consommation dans ces pays et préparer un peu un marché qui va s'ouvrir encore plus à l'avenir. Parce que vers Singapour et vers Hong Kong, je suis en train de penser là-bas, il y a une grosse population qui habite. Et donc, il y a une orientation vers tout type de fruits et fruits d'été, mais pas simplement. Et donc, la consommation se fait toute l'année. Elle est échelonnée. Et donc, c'est intéressant. On ne doit pas oublier cela. Et la Chine aussi rentre là-dedans. Le prunier est né comme prunus en Chine. On le cultive, nous, ici. Mais on va renvoyer donc ces fruits, ces prunes en Chine, où il peut y avoir une consommation. À Poconerpo, vous produisez de l'abricot. Combien de volume environ? A Poconerpo produce circa 1 millione di environ 1 million de tonnes de fruits et légumes qui sont destinés à la consommation en frais. Le premier produit en ordre d'importance, c'est la poire pour les quantités. Ensuite, les pêches et les nectarines. Troisième place, c'est le kiwi. Ensuite, nous avons la prune. Et ensuite, au fur et à mesure, abricots, fraises, je suis parti de des fruits. Nous avons une production très élevée, mais nous sommes hors sujet, les tomates par exemple. Mais ensuite, nous avons le pommier de montagne et qui termine donc ce tableau de notre production. Nous avons 2 bureaux pour la commercialisation. Vous misez plus aujourd'hui sur la prune que sur l'abricot au sein du groupe? Pendant ces dernières années, je dois admettre que nous avons consacré notre attention sur la prune. Effectivement, parce que par rapport aux pêches et nectarines et des abricots, nous avons vu des chiffres ce matin. Et l'abricot va bien pour équilibrer la situation. Mais pour les pêches, nous allons le voir. On est un peu en excès, nous avons un peu un surplus de quantité dans l'Europe. Donc nous nous sommes orientés et nous avons orienté le producteur à faire une diversification. Et nous avons augmenté les surfaces de pruniers pendant ces 5 dernières années. Pas excessivement, mais 20% en plus de surface, nous les avons. Et on a donc octroyé ce 20% de surface en plus parce que nous avons vu que la consommation nous permet d'avoir une certaine quantité en plus de prunes sur le marché. Nous avons freiné, ça oui, malheureusement, la tendance d'augmenter les surfaces d'abricots. Et même dans le nord, absolument, nous avons complètement congelé les surfaces de pêche. Mais dans le sud, nous avons encore une petite augmentation de pêche, mais qui ne va pas bien pour le marché. Bernard Chauffaille, la situation n'est pas la même. Dans le sud-ouest, on ne fait pas beaucoup de pêche, pas beaucoup d'abricots. Comment vous allez vous partager la part du gâteau entre les différentes structures du sud-ouest qui sont prétendantes, qui produisent aujourd'hui la prune et qui sont parties dans ces démarches de segmentation par la couleur ou autre d'ailleurs? Plus on évolue, plus on avance dans le temps, plus on pense qu'on ira vers un marketing commun. Est-ce qu'on arrivera à des sortes de clubs possibles, probables, pas sur la totalité? Des clubs variétaux carrément. Des clubs variétaux. C'est des choses qui sont pas exclues dans l'avenir. Il y a déjà eu une ébauche avec Lily Plume, mais je pense justement, Lily Plume, on en est où aujourd'hui? En volume, qu'est-ce que ça représente? C'est que de variété, c'est 1000 tonnes, c'est pas grand-chose, mais ça marche bien. Il y a une dynamique là-dedans. On s'entend bien et je pense qu'il y aura d'autres variétés qui viendront rejoindre ce club et ça va évoluer dans ce sens-là, je pense, oui. Donc vous y croyez fort? J'y crois fort, oui. J'y crois fort parce que il n'y a pas de raison que ça ne donne pas, voilà. Il n'y a pas de raison. D'accord. Voilà. Bah écoutez, ce débat se termine, on va conclure sur ces belles paroles. Je vous remercie d'y avoir participé.
Merci. Merci.